Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. C'est l'épisode 56 et pour le 7e épisode de cette saison 5, on continue notre exploration un petit peu transverse du no-code, j'ai envie de dire, avec une nouvelle conversation, un petit peu libre, avec 3 personnes qui viennent de la communauté No-Code France. On s'est rencontrés tous par le Slack. Il s'agit de Carole, Cécile et Julien. Et on va ensemble discuter un petit peu de leur parcours, ce qui les a amenés au no-code, car ils ont tous les trois un usage, on va dire, non professionnel du no-code à ce stade, ou en tout cas, c'était au début, et après vous verrez un petit peu ce que ça a donné et l'évolution. Voilà, et on s'interroge un petit peu tous les trois sur quelles sont les motivations, quelles sont les barrières, les raisons pour lesquelles on peut se mettre au no-code ou pas, qu'est-ce qui peut nous freiner quand on arrive, quels sont un petit peu à chacun leur parcours, l'évolution aussi de ce qui pouvait être peut-être une passion et ce qui peut devenir éventuellement quelque chose de plus professionnel, de rémunéré par exemple. Voilà, donc autant de questions et de sujets qu'on a abordés un petit peu au travers de leur parcours respectif. J'ai passé un très bon moment, c'était très agréable, c'était vraiment une belle discussion. C'est la première fois qu'on est à 4 comme ça dans un épisode, mais pour autant j'ai trouvé que la parole était bien, tout le monde avait pris la parole, en tout cas je l'espère, c'est ce que j'ai essayé, vous me direz, et en tout cas merci beaucoup à Carole, Cécile et Julien d'avoir pris ce temps, parce que j'ai trouvé qu'on avait fait un très bel épisode dans lequel sûrement beaucoup d'entre vous pourront se reconnaître. Voilà, donc je vous laisse avec l'épisode, pas plus de blabla, et puis on se retrouve après. Bonjour Carole, Cécile et Julien, bienvenue sur le podcast de Contournement. C'est la première fois que j'ai 3 invités, donc ça fait long un peu au début de dire bonjour. On va voir ce que ça donne, j'espère que ça va être intéressant. On va peut-être un petit peu se couper la parole, etc. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est le principe. En tout cas, n'hésitez pas à parler, poser vos questions, etc. Donc on va faire ensemble un nouvel épisode un peu libre sur ce mode un peu de conversation, des choses qu'on a un petit peu testées dans cette saison 5, et on va explorer ce que Carole a nommé le no-code sans ambition dans un post sur le Slack, et que j'ai trouvé très intéressant. Et voilà, il faut pas y voir quelque chose de négatif ou quoi, mais justement on va s'intéresser un peu à un autre versant. Donc je vais laisser introduire ça, mais en gros pour dire autrement, l'idée c'est que vous avez tous les trois un métier qui n'a rien à voir avec le no-code, a priori, hein, après on verra, mais vous faites du no-code à côté, donc pour diverses raisons que vous allez nous exposer plus ou moins intensément, enfin voilà, vous faites des choses en tout cas en no-code. Et voilà, pour bien commencer, ce que je vous propose, c'est que Carole, tu te présentes et puis tu nous dises un petit peu quelle était toi ton idée un petit peu de cet épisode. Déjà merci pour l'invitation. Alors, j'ai pas préparé Eh d'introduction, ben, donc c'est très c'est bien. un peu traître, mais disons que si j'ai proposé cette orientation, c'est parce que, alors déjà à titre personnel, ça fait un moment que je me pose la question de, comment permettre une démocratisation du no-code, parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui intéresse pas mal de gens de la communauté, qui voient le no-code comme un moyen d'amener plein de gens à la maîtrise, on va dire, d'outils au sens large et de capacité à être autonome dans la construction d'interfaces ou de produits divers et variés. Et moi, dans tout ça, je me vois vraiment comme une amatrice très, très curieuse, qui prend beaucoup de plaisir à suivre et puis à participer aussi à la communauté. Mais pour autant, je sais que je suis pas du tout une experte, et que, alors je sais plus combien il y a de milliers de personnes dans le Slack maintenant, mais je crois que c'est beaucoup. On approche des 4000, ouais. Voilà. Et voilà, il me semble, enfin en tout cas, je pense que parmi les 4 000 personnes, il y a probablement pas 4 000 personnes qui sont des Shubham ou des Alex ou des voilà, des experts du no-code, et que finalement, pour amener un maximum de personnes à rejoindre cette communauté, ou en tout cas à s'intéresser au no-code, c'est pas toujours en ne voyant que les super experts, les stars qui nous font rêver et qui quelque part représente une espèce d'ambition ultime, mais peut-être que parfois de donner à voir des personnes qui pratiquent un peu plus en amateur ou à des niveaux un petit peu différents, ça peut donner des modèles aussi, et finalement montrer à chacun et chacune que on peut pratiquer le no-code à différents niveaux sans forcément que ça soit une ambition d'expertise ultime ou d'en faire son job, etc. Donc quelque part,
enfin, j'aime bien utiliser une métaphore qui est celle de la course à pied, où un peu comme le no-code, on se dit tout le monde peut courir, mais en fait tout le monde ne pratiquera pas le marathon, tout le monde ne pratiquera pas l'hyper-trail. Ça fait hyper rêver de voir ça à la télé et de se dire qu'il y a des gens qui font des performances de fou, mais pour autant savoir qu'il y a son voisin qui est capable de courir déjà 5 kilomètres, ou son cousin ou sa cousine, voilà, qui fait, je sais pas, un semi-marathon, bah, finalement, c'est déjà une perspective qui est plus abordable, qui fait que bah, peut-être soi-même, on va se mettre à courir plutôt que de tout de suite se projeter sur un marathon ou sur un trail. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là que j'abordais cette question pour donner différents niveaux de projection pour faciliter la première marche et se mettre au no-code si on en a envie. Et puis peut-être aussi en donnant à voir différents parcours qui permettent aussi de relativiser les facteurs qui permettent de se projeter vers la pratique du no-code, et puis à la fois de relativiser, mais aussi de montrer que, bah, en fait, tout le monde pourra pas non plus accéder au no-code, parce qu'il y a plein de facteurs qui sont pas que des facteurs de compétences ou d'accès à un ordinateur, mais qui peuvent être des facteurs plus à des niveaux comment dire, plus social, à des niveaux de ressources, que ce soit cognitif ou, ou de ressources financières, et que bah, comment dire, tout le monde ne pratiquera pas le no-code, et du coup l'idée c'est de le démocratiser, mais pas forcément de l'ériger en injonction aussi à tout le monde doit pratiquer le no-code, histoire de faire écho à des conversations qu'on a pu avoir sur le Slack suite à l'épisode avec Kitty Rose. Super. Et effectivement, vous avez 3 parcours très différents. Enfin, c'est vraiment ça qui va constituer cet épisode, et puis un peu cette discussion, et voir aussi comment chacun vous réagissez un petit peu au parcours des autres. Justement, pour commencer, à ce moment-là, j'aimerais bien juste faire très rapidement un petit tour de chacun d'entre vous, au moins pour placer un petit peu le contexte. Donc simplement, si vous pouvez dire, parce que en fait, moi, pourquoi vous êtes là, enfin, après je vous laisse la parole, c'est vraiment parce que moi j'ai vu aussi une évolution dans depuis que je vous connais indépendamment, et un parcours et une implication dans la communauté à différents niveaux, mais jusqu'à un niveau où bah, vous arrivez ici, quoi. Et donc, si on se place tout au début, j'aimerais bien savoir ce que vous faites dans la vie et comment vous êtes arrivé au no-code. Et après, on va creuser un petit peu chaque parcours. Commençons par Cécile. Et puis après, on reviendra, on va faire une petite boucle comme ça. Et après, on va... Ok. Eh ben, salut à tous. Là, enchantée d'être dans ce melting pot, là, ce petit mezzé du no-code. Ben moi, c'est Cécile, j'ai 34 ans et je suis kiné en fait depuis un peu plus de 10 ans. Donc absolument rien à voir avec le no-code ni le digital en règle générale. Voilà. Et comment est-ce que tu es arrivé dans la communauté et au no-code ? Oh, de manière, on va dire, En très 2 mots. simple. En 2 mots, ça faisait longtemps que je savais que je voulais faire d'autres métiers dans ma vie, enfin d'autres choses en fait, pas juste un métier. Je fais partie de ces gens-là qui aiment bien, c'est un peu le bordel, mais on aime bien faire plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, je voudrais aller dans un domaine où j'y connais rien pour sortir de ma zone de confort et apprendre. Donc au début, je voulais aller dans le digital. Et puis donc j'ai monté un petit podcast pour rigoler, c'était mon premier pas. Et puis après, de fil en aiguille, je fais un bootcamp sur l'entrepreneuriat féminin. J'y pitch une idée juste pour l'exercice, c'est de faire une appli pour mettre un kiné dans ton écran, parce que les gens qui travaillent trop devant l'écran, ils ont mal au dos, et on a des consultes à fond pour ça, encore plus depuis les confinements et le télétravail. Donc je me suis dit, à force de donner des astuces et des exos marrants à mes patients, je vais en faire une appli. Et ça sera au moins pour eux. Et puis là, je me suis renseignée, l'appli que je voulais faire, j'y connaissais encore rien du tout. On me dit c'est entre 100 000 et 300 000 euros. Je dis ok, j'ai pas du tout cet argent-là. Et puis là, j'en parle, et j'ai un autre qui me dit écoute, il y a le no-code qui existe. Je dis c'est quoi le no-code? Et donc en 2 mots, il me dresse un petit peu c'est quoi le no-code. Il me dit tu peux faire au moins alors il me dit un MVP, je savais pas du tout ce que c'était. Donc il me dit ta version 0, on va dire, un peu ton brouillon de ton appli, et puis ça marche, après tu peux la développer. Donc voilà, il m'a orientée vers contournement entre autres, et puis j'ai fait ma première formation, et puis c'est parti. Voilà. Ok, bon, tu vas nous raconter plus en détail après tout ça. Julien, est-ce que tu peux te présenter? Les gens, beaucoup de gens te connaissent déjà, on te présente plus dans la communauté, mais quand même, j'ai besoin que tu nous dises un petit peu qui tu es. Justement, et par contre, je suis sûr que plein de gens ne savent pas ce que tu fais dans la vie, quoi.
C'est vrai. Donc bonjour à tous, merci également, pour l'invitation. Très honoré d'être, présent avec vous. Alors moi, je suis orléanais, j'ai 41 ans. De formation, je suis électrotechnicien, j'ai eu un BTS en électrotechnique et j'exerce, ce métier également depuis peut-être une vingtaine d'années, itinérant. Donc je fais du dépannage sur des matériels, électriques, sur des automatismes, mais plutôt des automates que des automatismes à la Integromat ou à la Zapier. Euh, voilà. Premier contact peut-être avec le no-code qui se définissait pas comme encore du no-code à ce moment-là, c'est, je pense, dans un pack Office, je suis tombé sur FrontPage et c'était en fait la proposition de Microsoft pour créer ses sites internet soi-même. Donc dès que j'ai trouvé ça, j'ai bidouillé un petit peu, commencé à créer un premier site, un deuxième site personnel, et puis après un peu de Dreamweaver, et puis après j'ai commencé à creuser toujours un petit peu dès que j'avais une barrière en face de moi en tant que non codeur. Fallait que je trouve un subterfuge pour arriver à mes fins. Et puis Internet, c'est tellement vaste et c'est tellement magique pour ça. Je trouvais toujours des solutions sans savoir coder. Et puis au fur et à mesure, un petit chatbot après pour un média associatif que j'ai dirigé, et puis des applications dernièrement pour aider une association qui pendant le confinement devait récolter des dons, mais qui ne pouvait plus le faire sous le format habituel. Donc création de deux applications pour gérer leur tournée de collecte et les récolter. Et puis une petite application pour gérer ma veille, donc ce pourquoi la majorité me connaissent, la veille pour No Code France. J'ai créé une petite application pour m'épauler un petit peu pour recoller un peu tout ça pour les vendredis, que tout ce que je fais au quotidien, parce que c'est vraiment une passion, que ce que je fais quotidiennement, je puisse recoller facilement pour les vendredis. Et puis au quotidien, dans mon travail aussi, j'ai intégré dans ma PME Trello, euh, qui avait fait vraiment écho auprès de tout le monde. Et depuis un an, j'ai développé aussi une petite application interne sur Glide qui, qui nous permet de gérer nos équipements, les maintenances qu'on a à faire, le documenter. Et donc à peu près voilà mon parcours no-codien jusqu'à aujourd'hui. Ok, pas mal. Bah écoute, on va revenir aussi dessus. Carole, si tu nous as pas dit du coup ce que tu faisais dans la vie. On va pas, Alors pour revenir sur les questions de génération, moi j'ai 35 ans. Je suis psychologue sociale de formation et j'ai passé une douzaine d'années dans le monde merveilleux des RH et du recrutement. Donc chez Louis Vuitton, sur un atelier de production en Vendée, puis au siège, et puis ensuite dans un cabinet de conseil en recrutement à Nantes, une petite équipe au sein de laquelle j'ai un merveilleux collègue, Fabrice, si tu m'entends, merci encore, qui a commencé à nous amener des outils, alors qu'on n'appelait pas no code, d'ailleurs, ni lui ni nous, mais qui nous a amené à commencer à travailler sur Trello, sur Notion il y a bien peut-être 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, sur Typeform. Et du coup, on s'en est emparé pour construire un wiki en interne, pour construire des dispositifs aussi de recrutement alternatif, pour créer des jeux, notamment sur Typeform, pour constituer des alternatifs au recrutement sur CV. On a construit aussi l'année dernière un dispositif d'enquête ou de sondage interne un peu alternatif aux baromètres sociaux internes. Et là, du coup, c'est moi qui suis allée chercher Airtable pour compléter la stack, la configuration que l'on avait identifiée avec Fabrice. Et donc, je suis un petit peu, on va dire, geek dans l'esprit de base, mais pas du tout de culture du développement. C'est plus que je suis capable d'aller chercher des réponses sur Internet ou d'aller chercher dans l'aide de Word pour résoudre les problèmes des collègues.
Et c'est quand j'ai quitté mon job en octobre pour me lancer en indépendante que là j'ai mis le mot no code sur ces outils-là et que j'ai commencé à gratter. Donc d'abord avec beaucoup Notion et puis petit à petit d'autres outils et surtout la communauté dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à m'abonner à quasiment tous les channels alors que je ne connaissais pas les outils, c'est-à-dire que je les pratique toujours pas, à découvrir aussi Junebot pour créer des chatbots, etc., etc. Et donc voilà, je suis assez curieuse de tout ça, même si j'ai choisi mes combats. Donc jusqu'ici, je suis pas experte de beaucoup d'outils, mais je les développe au fur et à mesure que j'en ai besoin. Et alors, justement, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de... Enfin, vraiment, je pose la question en même temps par curiosité aussi, mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de rentrer dans cette communauté, de participer aux discussions? Est-ce que, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le Slack, je pense, hein, enfin, vous pourrez me dire, mais pour poser une question, parce qu'ils sont bloqués dans un outil, dans un truc, et ils vont venir poser une question. Il y en a des fois, après, ils reviennent jamais d'ailleurs. Il y en a des fois, même peut-être même voient même pas leur question, je sais pas. Et enfin, et toi, tu t'es impliqué, enfin, tu participes à ça, alors que finalement, c'est quand même très éloigné de ton métier. Alors même si tu dis que vous avez utilisé des outils dans ton métier, je sais pas, qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans, tu vois, Bah, il y a un petit effet lapin blanc, comme Alice. Voilà, je suis un sujet et puis derrière, je vois le champ des possibles et du coup, ça me donne envie de tout suivre. D'ailleurs, depuis, je me suis désabonnée de certains channels parce que, en fait, ça me crée juste de la curiosité incessante. Et à un moment donné, faut aussi se reconcentrer. Mais en fait, j'y ai plongé à une période où j'étais encore en exploration, la fin d'année, où j'avais pas encore complètement orienté mon nouveau projet en freelance et où il y a plein de sujets qui me venaient en tête, qui auraient pu se traduire sous forme d'un produit, qui auraient pu se traduire sous forme d'un service, mais soutenu par une application ou un site. Et finalement, la découverte des outils a été parallèle de la découverte du champ des possibles d'un point de vue professionnel. Donc finalement, les deux s'alliaient. Et c'est ça que je trouve assez génial avec le no-code, c'est que il y a un côté empouvoirment, pour le dire en français, qui fait que à partir du moment où même sur un outil qui est pas très très difficile en termes d'accès, on découvre qu'on peut faire un truc dont on n'aurait même pas imaginé pouvoir le faire. En fait, ça crée des espèces de nouvelles connexions cérébrales qui fait que on a tendance, enfin en tout cas moi c'est la manière dont je l'ai vécu, à voir le monde un petit peu comme ça, en se disant si par exemple fabriquer une application ou un chatbot, je suis capable de le faire avec un petit peu de comment dire, de recherche, un petit peu de formation et puis d'huile de coude, ou en tout cas d'effort. En fait, il y a probablement plein de trucs dans la vie en général que de la même manière, auxquels je peux accéder alors que je pensais que c'était vraiment très éloigné de mes capacités. ça vous parle aussi, Julien, Cécile? Carrément. Carrément. Moi, Complètement je la d'accord aussi. rejoins sur le plus ça va, plus je m'abonne à des channels là sur le Slack No Code France. Et pareil, il faut que j'arrête, j'ai des notifs non-stop en fait. Mais du coup, c'est plutôt cool, c'est que et puis il y a aussi ce côté-là, comme Carole et puis sûrement comme Julien, c'est que maintenant, dès que j'ai une idée, parce que j'en ai toujours plein à la seconde, j'ai toujours l'option no code dans ma tête qui s'affiche en plus, et c'est-à-dire que je peux la matérialiser, la visualiser, et ça peut être un champ d'ouverture, une façon de mettre en place mon idée en fait. Tu vois, là où avant j'y connaissais rien en no code, mais de voir ce que j'ai pu faire en no code, même dans d'autres domaines qui n'est même pas mon domaine de kiné, je me suis dit en fait tu veux faire ça, vas-y fais-le. Et puis en septembre dernier par exemple, je me suis lancée dans le body painting anatomique. Je fais des peintures de l'anatomie humaine sur le corps des gens, et en fait j'en fais des vidéos de prévention pour dire aux gens voilà, tu vois, c'est ton nerf sciatique, regarde quand t'es assis comme ça le pince, ça le tire, enfin, blablabla, la colonne vertébrale. Et ça, j'avais jamais fait de peinture avant, en fait. Mais je m'étais lancée dans le no-code.
où j'y connaissais rien. Je me suis dit, j'ai réussi à faire plus que ce que je pensais. Donc, en fait, pour tous les champs que je veux, même la cuisine, même plein de trucs, et feu, quoi. Et du coup, je pense que ça m'a enlevé une certaine barrière. Et voilà, et ça me rajoute une richesse. Maintenant, à chaque fois que j'imagine un projet, je sais que j'ai l'option, ou dès que j'ai un problème dans la vie, j'ai, j'ai l'option no-code qui apparaît dans mes solutions. Et ça, c'est vraiment très, très cool. C'est un peu le Joker, je trouve. Voilà. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une des promesses quand même du no-code, de s'ouvrir, c'est un peu ces champs du possible c'est un peu aussi, ça peut être le piège où on est vite pris dans le jeu bon, on peut se perdre un petit peu dans toutes ces possibilités qui sont offertes à nous, quoi. Ouais, moi j'ai rangé Mais c'est ma PlayStation hein, depuis que j'ai découvert le Oui. no-code. Par contre, ça c'est sûr. C'est mon nouveau jeu maintenant. c'est marrant, ça me Mais fait du coup, penser à quand j'avais interviewé Patrice, Patrice Cassard, dans l'épisode 28, je crois. Il disait qu'il jouait pendant le premier confinement beaucoup à, je sais plus c'était quoi, Animals Crossing, je sais plus, je suis pas très Ouais, c'est gamer. possible, c'était le moment. Et que quand il a découvert Adalo, il est passé, il a complètement arrêté de jouer. Carole, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, ça me fait penser aussi que par rapport à cet effet de créer l'engagement et l'envie de poursuivre, heu, peut-être que, alors je ne sais pas si on interrogeait tous les gens qui démarrent sur le no-code, ceux qui poursuivent sont ceux qui ont réussi à trouver le projet ou en tout cas, le sujet qui a été, source de satisfaction et de réussite, même à un niveau, très très modeste, mais qui fait qu'il y a eu ce feedback, ce sentiment de réussite, immédiat qui fait qu'à un moment donné, ça y est, le 1er cran, d'adhésion et d'engagement sur le sujet est marqué et derrière on peut aller chercher un petit peu plus de difficultés si on en a envie ou pas. C'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens au début qui se perdent un peu entre les outils justement et sans avoir de projet et sans avoir de focus, et je pense qu'il y en a qui se perdent au point que s'ils n'ont pas peut-être que s'ils n'ont pas cette satisfaction comme tu dis, bah, ils vont se dire en fait oui, le no-code ça sert à rien, ou c'est pas mon truc, ou c'est pas, enfin, et puis ils repartent et puis ça n'aura pas avancé pour eux, quoi. Peut-être Cécile, Ouais. moi j'ai l'impression que peut-être ton projet d'application justement ça a pu être exactement ce que décrit Carole. Je sais pas, est-ce que tu veux Ben ouais, nous parler un petit peu carrément. de ce projet? Mmh. Ben en fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai eu la chance de pas rentrer dans le no-code. C'est-à-dire, je suis pas arrivée d'abord dans le Slack, à avoir tous les channels, à avoir plein de trucs et à me perdre et à pas savoir quoi faire. Je connaissais rien du tout. Je voulais faire une petite appli. J'ai fait une formation ça m'a pris quelques jours de contournement sur Adalo parce qu'en fait, j'ai booké la 15 minutes avec toi, Alexis, en te disant voilà mon projet c'est ça, j'ai vu que tu as des outils, du no-code, je sais pas trop ce que c'est, tu me conseilles quoi? Et tu m'as dit bah écoute pour ton projet Adalo c'est top. Donc moi je suis rentrée dans le no-code juste par un outil pour un projet spécifique. Donc j'ai réussi à développer mon application donc qui s'appelle Click ton kiné, voilà où je fais des vidéos marrantes de prévention pour les travailleurs devant écran, pour tous les gens qui bossent devant écran. Voilà, de 7 à 77 ans. J'espère qu'à 7 ans, ils bossent pas trop devant l'écran quand même. Mais voilà, et du coup, c'est après que j'ai découvert le reste, c'est-à-dire qu'à un moment, je savais pas ce que c'était une base de données non plus, par exemple. Parce que moi, je viens vraiment d'un monde, j'ai pas fait de marketing, de communication, de vente, j'ai rien fait du tout, j'étais juste kiné. Et du coup, on m'a dit, tu peux exporter une base de données, il y a Airtable pour ça. Je sais quoi, Airtable? Donc là, j'ai découvert Airtable. Ensuite, je crois que c'est à ce moment-là que je suis arrivée dans le Slack No Code France. Donc j'étais là, ah cool. Par là, je découvre Notion. J'étais là, ça c'est génial. Je quitte tous mes éditeurs de texte pourrables. Là. Et puis à côté, du coup, je commençais à avoir une ébauche de mon application. C'était hyper satisfaisant sur Adobe. C'est vraiment comme un jeu vidéo, j'ai l'impression. Hein. Donc je jouais un peu avec ça, mais il me manquait quelques trucs. Et donc là, j'ai décidé de me former donc avec Maury Fodé-Cissé pendant 5 semaines là, en full stack no code. C'est une formation où tu vois un petit peu tout, un peu d'automatisation, un peu de scrapping, enfin tous ces trucs là que je connaissais pas, pour avoir un petit peu les bases de chaque chose. Et de là, j'ai dit ah ben super, j'ai rajouté, donc j'avais déjà Notion, Airtable et Adalo. J'ai rajouté
Zapier et Integromat. J'ai rajouté pas mal d'autres outils en fait qui venaient compléter d'abord mon application. Et maintenant, par exemple, je me suis créée avec mon copain une liste de courses partagée parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui finit un truc dans la cuisine, on n'a pas de quoi noter. Puis c'est l'autre qui va faire les courses. Ah putain, il y a plus de sucre, il y a plus de farine, blablabla. Et en fait, j'ai mis une petite appli que je m'ai stuffée en 40 minutes, je crois, avec des blagues pourries, avec le design que je voulais, la liste de courses, tu peux marquer des petits mots en plus, et si tu coches que tu l'achètes, t'as un petit pop-up, ouais, bravo et tout, yes baby, tu vois, un truc comme ça. Bref, des trucs à la con, mais j'ai automatisé ma compta aussi, par exemple, je fais plein de trucs, en fait, du coup. Donc, je suis rentrée par la petite porte avec un truc ultra focus, un outil, c'était Adalo pour un projet précis. Et maintenant, je suis en train de me balader un peu dans tout ça. Voilà. Juste pour comprendre, quand tu t'es dit que tu allais faire la formation avec Maury, donc c'est quand même Ouais. un engagement quoi, pendant 5 semaines, Ouais. c'était que pour faire ton application, que pour compléter ton application, ou c'était aussi pour te dire je vais acquérir des compétences C'était plus larges, enfin... Ouais, en fait, non, c'est que j'ai eu un aperçu pour moi, Adalo ou l'application, ça a été juste un petit bout de l'iceberg du no-code. Et du coup, j'ai eu un aperçu du reste de l'iceberg. Et là, je me suis dit, ah non, mais j'ai trop envie de faire ça parce que moi, ma démarche initialement, c'est que je voulais aller sortir de ma zone de confort, aller explorer un monde et un domaine que je connaissais pas du tout. Donc, j'avais choisi le digital et puis là, le no-code. Et donc c'était d'abord pour développer des compétences dans d'autres choses et parce que je soupçonnais le pouvoir que ça avait, parce que je voyais ce qui me manquait dans mon peu de connaissances avec Adalo, et quand je voyais que je pouvais exporter des bases de données, automatiser des trucs, surtout l'automatisation, je me suis dit attends, mais ça a l'air ouf. Donc c'est plus pour développer d'autres compétences aussi, parce qu'après j'avais d'autres projets en tête aussi en parallèle, et je me suis dit je vais faire ça aussi. En fait, ça va m'aider pour tout. Ok. Mais il n'y a pas de motivation professionnelle, entre guillemets, dans le sens où tu as toujours envie d'être kiné, quoi. Non, je me diversifie en fait. Je veux être kiné, mais pas que. J'ai commencé un tout petit peu de coaching là, en fait, de coaching en no-code, improbable mais vrai. Donc sur Adalo notamment, et puis un petit peu Airtable, un peu d'automatisation, des choses comme ça pour les gens vraiment qui n'y connaissent rien, quoi, ou qui sont un degré en dessous de moi, donc sachant que je suis pas très très loin dans le game. Mais donc non, il y a ça. Et comme ça qu'on progresse aussi. Hein. Exactement. Il suffit d'être un peu plus et partager ça, et ça fait aussi avancer. Et bien exactement, ouais. Donc je le partage pas mal, et du coup c'est aussi un autre moyen de diversifier mon activité pro. Par activité pro, j'entends quelque chose qui me rémunère, quoi. Parce que ouais, voilà. Et où je prends du plaisir, parce que de toute façon j'aime mon métier de kiné aussi, mais j'aime trop de choses pour faire que kiné en fait. Donc voilà, c'est une branche de diversification, à la fois plaisir, à la fois développement personnel, à la fois développement de capacité, à la fois financier. Voilà. Ok. Carole, juste pour revenir sur... toi, c'est quoi le truc qui t'a débloqué par rapport à ce que t'évoquais là justement, le projet, ou le truc qui t'a donné cette satisfaction d'aller plus loin? Est-ce que t'as quelque chose en tête de précis? Ouais, je pense que c'est l'an passé, effectivement. Alors jusqu'ici, on avait utilisé donc au sein du cabinet des outils, mais je dirais presque indépendamment les uns des autres. Ou alors c'est mon collègue qui mettait en place les automatisations, et du coup j'avais moins cette vision de la manière dont tous les outils pouvaient communiquer. Et puis on a eu cette demande. Donc de créer un système de sondage à la sortie du confinement pour un client, pour remettre un tout petit peu de contexte. Ce client-là est habitué à mettre en place un baromètre social très classique, avec des questions à choix multiples ou des positionnements de 0 à 10 selon le degré d'adhésion à telle ou telle question. Et alors là, je reviens à ma casquette de psychologue social. J'ai beaucoup de doutes pour avoir expérimenté pas mal de méthodes quantitative sur les résultats qu'on peut obtenir et sur la validité sans biais de ces méthodes-là.
Et du coup, c'était l'occasion d'essayer de créer un modèle un peu alternatif, basé sur un questionnaire avec un système d'amorce de phrases, où en fait chaque collaborateur disait je suis hyper confiant à l'idée que, ou je serais partisan qu'on tente telle et telle chose. Et en fait, via ce typeform, on récupérait toute la donnée. Et en fait, dans le concept, l'idée était de rebalancer à l'ensemble des collaborateurs l'ensemble des phrases qui avaient été produites en première étape pour être très transparent et puis permettre au collectif lui-même d'étalonner l'importance des différentes raisons et que ce ne soit pas forcément la direction qui le fasse. Et en fait, là, on avait un problème technique parce que le contenu du typeform était rebasculé sur un Google Sheet. Et derrière, il fallait recréer un formulaire pour tout renvoyer aux collaborateurs pour que chaque phrase fasse l'objet d'un avis. Et là, en fait, on était coincé et on ne voyait pas comment faire, si ce n'est de copier-coller la trentaine de réponses dans le typeform. Et en fait, du coup, c'est moi qui me suis mise en mode je suis quasiment persuadée que ça doit être possible, c'est juste qu'on ne sait pas encore avec quel outil on va pouvoir faire. Donc j'ai sollicité plutôt des copains voilà, autour de moi, et en fait je suis revenue avec Typeform, avec Airtable qui permettait du coup sur la base de données Airtable de construire un formulaire Typeform. Donc en fait on a construit un système qui permettait de partir de Typeform, rebasculer des données sur la Google Sheet, de les rebasculer elles-mêmes sur le Airtable, qui rebasculait sur Typeform, etc. Et en fait, là, j'ai eu une espèce d'épiphanie en me disant, en fait, je suis devenue autonome dans la recherche d'outils pour trouver des solutions à une problématique que j'ai. Donc, quelque part, je m'étais un peu émancipée vis-à-vis de mon mentor en no-code, même si on ne l'appelait pas encore comme ça. Et ça a été une espèce de déclic qui fait que derrière, quand je suis redevenue indépendante, j'ai eu cette envie aussi d'aller explorer par moi-même et développer mes compétences, et pas juste être avec un tuteur qui va m'aider au fur et à mesure, mais d'aller moi-même effectivement me former et aller plus loin. Et est-ce que toi aussi, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la vie est-ce que tu as ressenti ce truc, enfin je sais pas, je reprends, moi je trouve ça ouf l'exemple que tu donnais, Cécile, du body painting, que ça n'a rien à voir, mais que de se dire ok, comme j'ai réussi à faire quelque chose avec du no-code, je peux aussi faire quelque chose qui n'a rien à voir, enfin ce côté d'acquisition de compétences, je sais pas, est-ce que toi aussi Complètement, complètement. Alors c'est déjà une sensation que j'avais eue, alors je sais pas si on peut parler de low-code, mais étant plus jeune, alors je suis dingue de musique, notamment de punk rock, et à une époque j'avais une page MySpace qu'on avait la possibilité en fait de personnaliser dans l'esthétique, et en fait c'était justement il y avait des sites qui permettaient d'accéder à des bouts de code pour les intégrer dans le truc. Donc déjà j'avais eu cette sensation là, mais pour rester sur la thématique de la musique, il y a un parallèle que moi je trouve hyper fort avec ce que je vis avec le no-code, c'est que de la même manière, en fait, faire de la musique, alors surtout du punk rock, on considère qu'en fait, voilà, c'est pas grand-chose, faut pas avoir fait le conservatoire, faut juste avoir un instrument de musique et puis s'y mettre, et voilà. Pour autant, moi j'ai essayé d'apprendre la guitare toute seule dans ma chambre quand j'avais 17 ans, et au bout de 6 mois, j'avais mal au doigt, j'y arrivais pas et j'ai abandonné. Et en fait, du coup 34 ans, j'ai discuté avec des copains, voilà, rencontrés sur des festivals, qui en fait eux-mêmes n'avaient pas beaucoup joué, etc. Et en fait, on a décidé, à 34, 35 ans, de se mettre à faire du punk rock. Et en l'occurrence, moi, je jouais pas d'instrument, donc finalement, j'ai chanté, ce que je savais plus ou moins faire, mais en fait, je me suis mis à écrire des paroles, à créer des lignes de voix, et on a réussi à faire des morceaux ensemble, ce qu'on n'imaginait pas 6 mois avant. Et du coup, ça a créé cette possibilité, effectivement, de faire des trucs qui est absolument génial, et à tel point que cette idée de je peux faire des choses, et en fait, ça nécessite pas forcément de moyens, je l'ai remis en œuvre il y a quelques mois, en reprenant en fait un morceau d'un groupe qui s'appelle Poésie Zéro, qu'il faut pas mettre devant les enfants parce que c'est des paroles un peu explicites en français, qui
faisait appel à n'importe qui voudrait faire une reprise de titre. Et en fait, ça me faisait envie. Je maîtrisais aucun instrument et du coup, j'ai tout fait à la voix et à la brosse à cheveux en frottant une brosse à cheveux avec, je sais plus, je crois que c'était une baguette chinoise. Et en fait, ça faisait juste un rythme, mais finalement, cette notion de reprendre, de refaire un rythme via un outil qui n'était pas du tout un instrument de musique, en fait, a rendu un truc qui était tout à fait passable. Et puis, comme le contexte était un peu, un peu parodique, ça passait tout à fait. Mais exactement comme pour le no-code, en fait, je me suis dit, en fait, j'ai réussi à faire un truc alors que j'ai pas de compétences en pratique d'instruments de musique, quoi. Je comprends mieux le tentage de trucs. Ouais. Sur ton profil LinkedIn. Ouais, mais c'est tout l'esprit et je pense que la découverte du no-code a encore une fois beaucoup aidé à avoir cet état d'esprit. C'est vraiment... Non, mais c'est drôle, enfin, sans vouloir tout ramener à contournement, mais c'est vraiment ce côté de contourner la difficulté technique, quoi. Tu vois, tout à fait. Il y a deux aspects, en fait, là-dedans. Il y a dire, ok, bon, je sais pas jouer d'un instrument, donc je peux contourner ça en utilisant un truc. Il y a aussi l'esprit de détourner un outil, enfin, une brosse à cheveux, c'est un outil, ça sert à se peigner, quoi, tout à fait. de son usage pour un autre usage, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un état d'esprit à avoir, à mon avis, qui est fondamental dans le no-code, bon, on va dire dans le numérique en général. Enfin, c'est pour ça que nous, on estime qu'il y a une très forte filiation entre l'état d'esprit no-code et puis les hackers et tout ça. Enfin, cette volonté vraiment de jamais être limité, quoi. Dire, tu trouves toujours un moyen, quoi. Donc, Et c'est pour ça que le fait d'avoir seulement des modèles qui sont dans la maîtrise et dans l'expertise totale des outils, en fait, ne permet pas toujours à des personnes qui sont à un degré zéro justement de maîtrise de ces outils, de comprendre qu'en fait, toutes ces personnes-là, elles sont forcément passées par des étapes intermédiaires qu'il leur a demandé de contourner ou bidouiller avant d'arriver à quelque chose d'hyper propre. Je pense même qu'il y a un biais quand tu maîtrises trop un outil, c'est qu'ensuite tu veux plus jamais rien utiliser d'autre. Et donc du coup tu perds un peu peut-être cette créativité. Bon, après on peut rentrer dans chaque outil, il peut y avoir, quand tu es un expert d'Airtable, après tu détournes un peu des choses à l'intérieur d'Airtable, mais enfin c'est au début tu dois te débrouiller par toi-même, quoi. Moins tu maîtrises, plus tu dois débrouiller. Et cette débrouillardise, cette créativité, à mon avis, elle est très riche en apprentissage, quoi. Ça c'est très intéressant. Julien, est-ce que déjà j'ai envie de dire, est-ce que toi aussi il y a un projet comme ça, quelque chose que tu as fait, tu vas dire, qui était un peu le déclencheur? Non, moi je vais dire plutôt, c'est vraiment, ça s'est fait progressivement et ma veille, ma passion un peu pour la veille, j'ai toujours suivi un petit peu tout ce qui se fait et puis toujours envie de toucher un petit peu à tout ce qui arrive de nouveau, tout ça, toujours à tester et ça s'est fait vraiment progressivement. Il a fallu toujours trouver des solutions dans ce que j'ai fait. Et puis après, c'est vrai que par contre maintenant, la technologie a tellement avancé, on arrivait à un point où l'accessibilité de tous ces services est vraiment super et ça s'est fait vraiment progressivement du coup sur des outils. Après le côté un peu l'effet waouh, c'est quand j'ai fait mon chatbot, j'avoue que ça avait plus de plus de gueule qu'un site internet, on va dire. J'ai dit ah ouais, je suis capable de faire ça. Donc c'était un effet un petit peu premier effet déclencheur. Et puis après, vraiment toujours à découvrir les outils, à essayer des choses, des tentages également. Et puis juste pour le plaisir, en fait, tout à l'heure, je disais un peu qu'on pouvait se perdre, mais des fois, on prend du plaisir un peu à se perdre dans tous ces outils et découvrir, faire des assistants vocaux, même s'ils restent dans l'ombre, juste pour soi, des assistants vocaux, les possibilités sont vraiment, le spectre est super large. Et on va dire que j'ai pas eu vraiment de déclencheur. Et comment justement, comment tu trouves des idées, tu vois, quand t'as justement, enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont un peu ce problème-là, c'est-à-dire qu'il y a plein d'outils, il y a plein de choses, des fois on voit un truc, on se dit, ouais putain, ça a l'air trop bien, j'ai envie d'essayer, puis on se met dedans, puis on sait pas quoi faire avec. Est-ce que toi, t'as l'impression que t'as toujours des idées qui te viennent par rapport à l'outil? Enfin, on évoquait un peu ça,
le fait de connaître des choses, ça ouvre un peu le champ des possibles. Mais toi, tu es dans une veille, c'est encore le niveau du dessus, quoi. C'est-à-dire, tu vas regarder vraiment tout ce qui se fait. Et quand tu as envie de tester quelque chose, est-ce que tu as, je sais pas, t'as toujours quelque chose ou est-ce que tu as une liste, peut-être, je sais pas. Je pense que justement, la découverte de l'outil, elle s'arrête au moment où j'ai plus d'idée de Ouais, ce que je peux en faire. Et c'est pour ça que souvent, ça reste un petit peu en surface. Et tout ce que j'ai créé un peu plus profond, bah, c'est que j'avais des idées ou j'avais un intérêt à le développer et je récoltais après le fruit de mes efforts. Et ça s'est fait comme ça. Après, c'est vrai que je trouve que c'est une des limites pour les personnes comme moi, c'est de pas avoir des cas concrets à mettre en application. ouais. Après, c'est pour ça que je trouve que je suis plutôt du genre à apprendre en ayant des cas concrets à mettre en pratique. Euh, et c'est pour Ça, ça c'est que un bon point, parce que justement, tu vois, le fait que ça soit pas votre métier principal, ça peut aussi limiter vos applications. Ça, c'est intéressant ouais, comme point. Parce que, juste plus particulièrement dans ton cas, donc toi, tu n'utilises pas dans ton métier vraiment de tous les jours, quasiment pas d'outils no-code. à Tu part disais que ceux tu que avais j'ai amené dans. créés, à part Ouais, l'application Glide que j'ai ouais. créée et qui a une utilisation assez poussée quand même de ce qu'on peut faire avec Glide et que j'arrive encore à faire évoluer petit à petit, mais le blocage un petit peu qu'il peut y avoir, c'est moi je baigne là-dedans. Après, les collègues baignent pas forcément là-dedans, Mmh, donc tu dois créer mmh. une interface qui parle à tous, où chacun doit trouver un intérêt dès la première utilisation, sinon tu décroches un petit peu, tu décroches quoi, les Ouais, personnes ouais, oui, il décrochent. faut. Et est-ce que tu fais des. Du coup, est-ce que ça t'a amené quand même de faire de la prestation? Est-ce que tu aurais envie de faire des choses en no-code ou est-ce que c'est pas, Je juste peut-être cette suis volonté de diversifier ou quoi? Comment tu enfin, pas forcément, forcé, pas forcément, mais forcément la question un petit peu s'est posée ouais. du fait de ma passion qui est débordante. Mmh. Mais j'arrive à trouver un équilibre pour l'instant que c'est du côté passion et je me vois pas forcément en faire un métier Ouais. Est-ce que ça parce gâcherait que pas tout si c'était un métier? moi Un peut-être peu? et puis je perdrais un peu le côté moi que je suis sur le terrain toute la journée, je rencontre différentes personnes, je travaille pour vraiment plein de corps différents et j'ai un intérêt, j'aime rencontrer les gens, tout ça et Mmh. m'enfermer derrière un ordinateur, je pense que ça le ferait pas à long terme, pour moi en tout cas. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est hyper intéressant justement comme point de Mais vue et il y a pas de raison forcément. Enfin, c'est pas parce que, c'est une passion enfin moi je pense que c'est bien aussi de dissocier, quoi. mm, mais c'est vrai que c'est tentant parce qu'on est en plus dans un gros boom et on voit qu'il y a C'est quand même ça. une demande et il y a les niveaux sont très disparates quand même. Nous, on a l'impression que tout le monde est au courant. Ma veille, quand je la sors, je dis bon, peut-être les trois quarts des choses, les gens sont déjà au courant, alors que Non. alors que finalement non, et alors que je m'adresse déjà à un public qui est concerné par le sujet, quoi. Donc Mais tu c'est sais ce qui se passe, je pense? Moi, je vais te dire pour mon cas, c'est que franchement, la vérité, c'est que je fais plus du tout de veille parce que juste j'attends le vendredi, en fait. C'est Pareil. la vérité. Alors, il C'est y a des pas choses faux, que ouais. je vois passer, hein, mais et je pense qu'il y a plein de gens maintenant qui se reposent un peu là-dessus, quoi. ouais, qui s'appuie, bah, quelque part tant mieux. Après, c'est vrai que moi je le fais avec plaisir et parce que je le fais personnellement et je me dis c'est dommage de faire tout ce boulot personnel et pas de le transformer en quelque chose que je peux partager avec la communauté. Bon, ça demande forcément un peu plus d'efforts, mais je suis content en tout cas que ça puisse profiter à plein d'autres personnes et, euh, et voilà quoi. Et j'ai une dernière question, après je vais poser un peu, enfin, vous revenir sur ce côté un peu passion, avec Cécile et Carole, mais justement le fait de faire cette veille, je suppose que ça il y a des gens aussi qui doivent te contacter ou des enfin, est-ce que, tu vois, il y a justement cette,
pour aller un peu au bout, comme tu disais, cette tentation-là de suivre ce boom, est-ce que justement ça a déclenché un peu des contacts ou pas spécialement? Enfin, ça, c'est plus aussi un peu par curiosité, quoi, pour savoir un petit peu. Des personnes me contactent en direct pour un petit peu pousser leurs informations jusqu'à moi, que je puisse les relayer. Mais à part ça, j'ai eu des sollicitations où les gens me demandaient si je faisais de la prestation. Ouais. Chose que j'ai dit que non, je faisais pas vraiment parce que je le faisais juste pour des amis, on va dire, mais je me voyais pas monnayer des services là-dedans, même si j'ai certaines capacités de le faire, quoi. Donc non, Ouais. ça a pas créé Ah en ouais. soi beaucoup de retombées dans ce sens-là. OK. Mais ouais, non, mais enfin, vraiment, je trouve ça vraiment hyper intéressant, tu vois, ce côté très affirmé du fait de se dire, bon, en fait, il y a une ligne entre la passion et puis du travail potentiel, même s'il est rémunérateur, enfin, etc. Et alors, du coup, Cécile, Carole, qui veut répondre, est-ce que vous pensez pas que peut-être juste là, le fait peut-être Cécile en premier, que tu disais que tu veux diversifier, est-ce que le fait de faire ces choses-là, ça va pas ruiner un peu. Enfin, le fait de le faire professionnellement, par exemple, t'aimes bien Adalo, le fait de coacher Ouais. les gens, est-ce que ça risque pas de t'en dégoûter? Après, peut-être tu sais pas à ce stade, mais Ouais, non, si, enfin, moi, j'ai je me mélangé un suis peu plein de choses, mais déjà bon, vous ouais, avez ouais, je compris vois un ce peu que tu veux dire. l'idée. Mais moi, je suis pas en train de basculer pour faire ça full time, en fait, donc ça sera juste quelques petites heures par-ci, par-là. Donc ça me va, en fait, et ça me laisse juste le plaisir de le faire. Et je me dis, si je le professionnalisais pas ou si j'avancerais pas, en fait. Le fait de le faire professionnellement pour un client, et ben ça me Mmh. force à aller un peu plus loin dans ma maîtrise d'Adalo, dans ma recherche, dans mon anglais, parce que la plupart des tutos ou des fois en question sont en anglais, etc. Donc ça me challenge dans des domaines où j'ai envie d'être challengée, en fait. Donc moi j'ai trouvé l'équilibre avec le dosage, c'est-à-dire que je sais pas, sur 100% de ma semaine ou de mon mois, ça va peut-être représenter 10 ou 15%. Là où kiné, ça va représenter 40-50%. Et puis le reste, j'ai encore d'autres trucs, en fait. Parce que ça, c'est mon rêve, moi, c'est d'être multi-métier. Je sais pas comment on dit, là. On peut dire slasher, mais Mmh. en même temps, quoi. Si tu veux, c'est pas de routine. Ça, c'est mon ennemi public numéro 1, c'est la routine. Donc, je pense que l'équilibre, je le trouve comme ça. Si je devais en faire 35 ou 40 heures ou 50 heures par semaine, je pense que non, ça serait peut-être plus un plaisir, non. Est-ce que si je résume, enfin, ce que je comprends, j'ai pas déjà Ouais. compris, mais l'idée, c'est de monter en compétence. En fait, la quête, c'est la compétence, finalement. Enfin, Oui. pour mettre au profit de tes projets, quoi. C'est pas une volonté de faire aider les Euh, gens pour gagner de l'argent, Non, pas aider les forcément. enfin, C'est je sais aussi pas, mais pour, je parce que moi j'aime bien le lien social. Alors bon, virtuellement, je l'ai découvert avec le confinement. Avant, moi, je vois beaucoup de monde, hein, dans mon métier. Toutes les 30 minutes, ça change. Puis il y a de tout, des hommes, des femmes, des vieux, des riches, des pauvres, des sympas, des moins sympas, il y a de tout. Et du coup, en fait, là, je rencontre quand même des projets hyper différents de ce que je suis. Il y en a un, par exemple, c'est une boîte en Belgique, de bouffe et de parcours de bouffe, hein, de la restauration, etc. Et je le fais aussi par curiosité et parce que le gars est hyper sympa et que je sens que je peux l'aider et que j'ai envie de l'aider aussi. Ça, c'est un peu ce que j'ai aussi dans mon métier, c'est d'aider les autres. Ça, bien sûr, tu en retires quelque chose personnellement, puis c'est très dur de faire quelque chose de mmh. 100% altruiste, à part les moines bouddhistes et Mère Teresa. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont 100% altruistes, mais si, il y a ce côté-là quand même qui est hyper important, où je peux amener ou partager aux autres. Ça, c'est sûr. Même l'appli, quand je l'ai faite, c'est parce qu'à la base, je filmais des petites vidéos pour mes patients et je me suis dit, mais en fait, je peux pour d'autres patients qui sont pas à mon cabinet, parce qu'il y avait la mère d'un copain qui me les demandait, puis quelqu'un d'autre, puis ma cousine elle voudrait la même vidéo, etc. Et du coup, c'était aussi un désir de diffuser et de partager à des gens qui auraient besoin, en fait, tout simplement. Je sais pas si ça répond à ta question. D'ailleurs, je crois que tu as pas dit vraiment le concept, si, ça répond, tout à fait, ouais. Non, c'est complètement, pertinent. Je crois que tu as pas dit par contre et plus précisément ce que faisait ton application. Quel était le principe? Oh, si tu bosses devant un écran et que tu as mal au dos, des maux de tête, des maux des cervicales, ou que tu penses que ta posture elle est nulle ou que tu bouges pas assez, c'est-à-dire 90% des gens qui bossent devant un écran, tu peux t'abonner sur Click ton kiné. C'est une petite appli marrante où dedans, en fait, j'ai des petites vidéos qui sont très courtes. En fait, l'idée,
c'est de mettre un kiné dans ton écran ou pendant que tu bosses, c'est-à-dire ça va pas te prendre trop de temps. C'est des vidéos de 1 à 3 minutes maximum qui te montrent d'abord un petit rappel anatomique en pinceau, c'est-à-dire que tu as une petite vidéo où en accéléré, je peins le muscle concerné ou les cervicales ou enfin la zone concernée. Et puis avec un peu d'humour, je te montre un petit exercice marrant pour rectifier le tir si tu veux. Et chaque exercice que je propose en fait ne dure que entre 15 secondes et 1 minute maximum, mais souvent c'est entre 15 et 20 secondes. C'est-à-dire que tu peux le faire pendant ta journée de travail, tu peux même le faire pendant que tu es en visio, pendant que tu écris un mail. Souvent par exemple, il y a un exercice, c'est cervical, burger et consentement. C'est pour les cervicales, tu vois. Et il faut que tu visualises un burger, etc. Mais ça va très vite l'exercice parce que mon credo, c'est de dire aux gens, c'est pas en restant 8 heures assis immobile et en faisant 2 fois 1 heure de sport par semaine que vous allez régler votre problème. Toutes les études mondiales sont unanimes sur le sujet. Ce qui fait que ça va aller mieux, c'est que tu intègres du mouvement très souvent. Un tout petit peu, peut-être 20 secondes, mais très souvent. C'est un peu comme un nageur, si tu veux, qui va plonger en apnée. Et puis l'autre nageur à côté, il plonge aussi en apnée. Ils ont 2 kilomètres à faire. Et il y en a un, il décide de pas remonter à la surface, de pas perdre 2 secondes pour aller chercher de l'oxygène et de tracer sa route sous l'eau. Et puis l'autre, il perd 2 secondes, il reprend de l'oxygène et il replonge, tu vois. La question, c'est qui c'est qui va arriver en forme au bout des 10 kilomètres ou même juste qui va arriver parce que l'autre, il va être mort, en fait. C'est juste, il faut que tu redonnes de l'oxygène régulièrement, c'est-à-dire du mouvement, de la respiration à ton dos, à ton corps, tes intestins, même ton moral, tes yeux, tout, en fait. Tu es pas fait, ton corps humain n'est pas fait pour être devant un écran immobile ou immobile tout court durant toute la journée. Donc, mon appli, elle te propose plein de petites vidéos, des exercices très simples, assez drôles et dont tu te souviens facilement. Tu en choisis 1, 2, 3, parce que tu vas pas tous les prendre. Tout le monde n'a pas mal à la tête, tout le monde n'a pas mal au dos, mais je balaye un petit peu toutes les problématiques. Et avec cet exo, tu comprends ce que tu peux faire dans ta journée de travail, en fait, tout simplement, sans que ça te prenne de l'énergie. T'as pas besoin d'avoir un QI de 150. Enfin, voilà, c'est juste, je vends un peu du bien-être devant ton écran, vu par une kiné, parce que j'en ai ras-le-bol de soigner mes patients qui ont maintenant quasiment tous la même problématique depuis le confinement et le télétravail. Voilà. C'est un peu le sujet de l'automatisation en no-code, c'est que quand tu as fait quelque chose 1000 fois et que tu n'en peux plus, tu dis il faut que je l'automatise, tu vois. Et c'est un peu le cursus que j'ai eu. C'est dit, j'ai une stagiaire, elle me disait mais Cécile, ça fait déjà 5 fois aujourd'hui que t'expliques l'exercice du burger et du consentement et que les gens ils rigolent. En plus, tu devrais en faire une vidéo. Je dis mais oui, je vais faire ça, je vais l'automatiser, j'en peux plus de le répéter à chaque fois. Voilà. C'est vrai, ça c'est un très bon réflexe de développeur. On dit don't repeat yourself. C'est un Ouais, précepte voilà. de base en programmation et du no-code aussi, j'ai envie de dire. Donc, hein, c'est marrant. Moi, je trouve que je suis assez passionné par l'idée de gens qui mettent le no-code au profit de leurs vraies compétences ou métiers ou je sais pas quoi. Enfin, parce que le no-code tout seul, enfin, avoir des compétences techniques seul, bon, bah, c'est bien, mais tu les mets toujours à profit de quelqu'un d'autre, quoi. Et quand t'as les deux, je trouve ça c'est hyper intéressant. Enfin là, ça illustre bien, je trouve ça. Et alors du coup, Carole, toi, quelle est ta perspective sur ce côté? Est-ce que la professionnalisation ruine la passion pas? Enfin voilà, un petit peu par rapport à ce qui a été dit avant. Alors il se trouve que c'est un sujet que j'ai étudié sur les musiciens. Donc c'est exactement la même logique et il peut y avoir une notion de ce qu'on appelle la dissonance cognitive entre l'envie d'y passer tout son temps, d'être rémunéré pour ça, et en même temps, bah, le fait que se professionnaliser, ça met aussi plus de pression parce que on est obligé d'être bon, parce qu'on est obligé de le faire alors qu'on pourrait voilà, vouloir faire autre chose. Et pour le no-code, c'est la même chose. Alors je sais pas si c'est une des raisons pour lesquelles, Julien, tu te tiens à distance de la presta, mais par exemple, moi je me dis que j'utilise souvent le terme bidouiller parce que en fait, j'ai pas l'impression d'être hyper propre dans ce que je construis. Donc, si c'est pour moi, si c'est pour mes proches, ça le fait. Mais de là à me faire rémunérer pour ça, je suis pas prête à passer le cap parce que en fait, ça me générerait une pression qui me dégoûterait complètement de réaliser ça. Donc, je m'autorise complètement à me plonger à corps perdu dans le no-code pour me cultiver, y compris sur des outils qui, comme ça, enfin, que je mettrai jamais en pratique, et c'est pas grave. Et en fait,
c'est très soulageant de s'autoriser à se dire que c'est pas parce que on suit tout un tas de channels sur lesquels on progressera pas, on se mettra pas à pratiquer ces outils-là, que c'est problématique. C'est pas qu'on est paresseux ou qu'on manque d'ambition. C'est juste que, je sais pas, comme certains vont lire tout un tas de livres sans devenir écrivain, on peut tout à fait se cultiver au no-code et aux différentes technos et à tout l'écosystème qui gravite autour et que c'est intéressant en tant que tel. Et finalement, moi, je vois après quelques mois que même dans mon activité professionnelle, le fait de connaître ces outils-là sans forcément les pratiquer, savoir qu'ils existent, comprendre leur modèle même est hyper intéressant et ça m'a aidé à trouver des solutions à d'autres problèmes sans passer par l'utilisation de ces outils. Donc, c'est enfin voilà, c'est hyper intéressant. Et sur le côté passion, ça me ramène à l'idée de aussi pourquoi tout le monde ne pratiquera pas le no-code, c'est que voilà, on est tous différents et en termes de capacité, d'aptitude, mais aussi en termes de personnalité, et qu'à un moment donné, le no-code, c'est comme pour la course à pied, comme la cuisine ou je sais pas, le jardinage. Il y a des gens qui vont adorer, et puis d'autres gens qui vont se forcer parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour accéder à un but sans forcément dépenser des dizaines de milliers d'euros. Et puis il y a des gens qui vont le faire, je pense comme nous, juste par goût. Et ça m'évoque un souvenir à la fac, parce que on dit souvent, enfin en tout cas moi je dis, je viens pas du tout d'une culture du développement ou de l'informatique. J'ai fait une fac de psycho, comme ça semble hyper éloigné. Pourtant, en fac j'ai eu des cours de logique. Et en cours de logique, moi j'étais comme une dingue. Je trouvais ça génial d'apprendre la logique booléenne. Je l'ai repratiquée derrière dans le recrutement. Et cette passion que j'ai eue à utiliser cette logique-là, d'autres ne l'ont pas eue. Et donc peut-être que ça va faire la différence entre deux personnes qui auront le même parcours de psychologue social dans la découverte du no-code. Et du coup, moi, j'y ai sauté à deux pieds, et peut-être que d'autres iront pas du tout, et pourtant on a le même background. Ouais, en fait, c'est marrant la diversité qu'il peut y avoir dans les profils des gens qu'il y a dans la communauté, et du coup d'explorer un peu les motivations. Enfin, et après ce qui se passe, quoi. Mais tout le monde n'arrive pas non plus égal face à ça, quoi. Enfin, on découvre. Enfin, après c'est une question aussi de motivation, mais faut arriver à rentrer dedans. J'ai pas envie de dire qu'il y a des prédispositions, parce que je pense que c'est l'inverse. Au contraire, je pense que tout ça est accessible à tout le monde, et c'est l'idée. Par contre, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts à se mettre, à découvrir ces outils, etc., quoi. Et puis il y a alors ce que j'évoquais en préambule sur le côté conditions qui sont différentes, c'est que là on a évoqué nos âges, il y a aussi des logiques de situation sociale, de situation familiale, qui font que pourquoi on s'y jette à corps perdu ou pas. Moi je l'ai pu parce que j'ai deux enfants qui ont 7 et 4 ans, mais que j'ai pas à 100%, et donc du coup j'ai des plages entières de temps dans lesquelles je peux passer plusieurs heures à me former, à créer des choses, ce que tout un tas de gens ne peuvent pas faire. Et j'ai accès à un ordinateur et à une bonne connexion Wi-Fi, et c'est des choses qui semblent assez basiques, mais auxquelles tout le monde n'a pas forcément accès non plus. Non, mais après, je pense qu'il y a un truc que peut-être on sous-estime. C'est, toi, ça te paraît normal parce que tu as du temps de faire des choses intéressantes dans ce temps. Mais il y a des gens aussi qui, je veux dire, même s'ils ont du temps, n'ont pas forcément cherché à faire quelque chose de productif. Tu vois, déjà, bon, les gens aussi regardent la télé ou. C'est pas grave. Enfin, non, c'est pas grave, c'est clair, tu vois, mais c'est. Je sais pas comment dire. Non, mais j'ai rencontré quelqu'un comme ça il y a pas très longtemps qui m'a dit: moi, j'ai pas de passion dans la vie. Et en fait, je trouve ça hyper triste. Enfin, je sais pas comment dire, pas sans jugement. Et juste, elle passe du temps, je sais pas, sur Instagram, sur TikTok, des choses comme ça. Enfin, et pourquoi pas, hein, c'est bien, c'est enrichissant, mais moi, je trouve que je trouve ça toujours dommage quand t'es juste en mode consultation. C'était le problème que j'avais avec la télé. Et finalement, TikTok et Instagram, quand tu fais que consulter, ben c'est pareil, en fait, tu fais que recevoir et tout, quoi. Et là, avec des outils no-code, mais pas que, hein, pour moi, c'est pareil. En fait, t'as accès à des outils de création, quoi, des outils de création numérique. Après, tu peux les mettre, mais ça Après, demande un ça effort, c'est quoi. mon côté psy, mais c'est pas toujours comment dire, politiquement correct, mais on n'est pas tous câblés pareil. Et
Et en fait, il y aura toujours des gens qui auront, voilà, moins envie, d'être dans le mode créatif ou, qui auront envie juste d'être guidés et d'être un peu consommateurs. Alors quand je le dis comme ça, ça sonne un petit peu négatif, mais, même par rapport à l'entrepreneuriat, on a déjà, enfin je sais que tu es adepte avec Erwan de la logique d'entrepreneuriat, modeste. Euh, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se disent c'est quand même hyper dommage à partir du moment où tu as commencé à créer ton activité, tu as de la demande, pourquoi est-ce que tu créerais pas une entreprise avec un peu plus d'ambition, avec 50 personnes, la possibilité de créer des emplois, etc. Donc il y aura toujours des gens qui apprécieront de travailler, d'être salariés, et puis d'autres qui voudront être entrepreneurs, et puis d'autres qui voudront créer des licornes, et c'est OK. Ouais. Ouais, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est une question du coup que j'ai envie de poser à Julien parce que c'est un peu ça, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis pas, c'est un peu, enfin, c'est un peu une question un peu provocatrice, mais je suis curieux de la poser. Mais qu'est-ce qui fait que tu te dis pas que tu vas faire payer les gens pour la veille, par exemple? Bah, franchement, je peux Peut-être pas tu te peux le le dire dire. d'ailleurs. Je peux pas te le dire parce que vraiment ça me viendrait pas à l'idée. Encore une fois, moi je considère ça comme pas que c'est pas qualitatif, mais je considère ça juste que je ne fais que relayer des informations. Alors effectivement, du coup, je m'impose une grosse absorption d'informations pour en retransmettre pour moi l'essentiel. Donc effectivement, il y a quand même un travail, faut pas le nier. Mais ça me viendrait pas à l'idée de faire payer ce genre de choses parce que je pense pas que c'est quelque chose qui se monnaie. Je pense pas qu'il y aurait une demande non plus suffisante. Et puis après, ça dénature un petit peu le truc. Hein, quelque part, c'est aussi j'ai pris un engagement auprès de la communauté de tous les vendredis poster quelque chose. Mais si cet engagement était en plus financier, ça serait encore une autre pression. Je pense C'est ça, ouais. que ça ferait peut-être moins tenir sur la longueur. Parce que ouais, c'est un effort quand même assez, comme je disais, physique que je m'impose parce que souvent c'est le jeudi soir à pas d'heure que je finis tout ça et puis le vendredi matin il y a des informations importantes qui tombent et qu'il faut tout, faut essayer de rajouter ça et non pas, je me vois pas faire payer. C'est quelque chose que l'esprit d'une communauté également, c'est partager. Bon moi c'est ma contribution à la communauté. Et pour recevoir, faut partager quoi. Et Non, mais puis je pense que mm. cette notion de pression, elle est importante aussi, hein, mine de rien. C'est quelque chose à prendre en compte. Quand on accepte l'argent de quelqu'un, on doit quelque chose en retour. Et c'est plus le même plaisir, le même. On a une contrainte, quoi. Quelque chose avant qu'on fait comme ça parce qu'on en a envie et partagé. À partir du moment où on est contraint de le faire, des fois on a moins envie. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça a pu On voyait m'arriver pas mal de témoignages. souvent. Hein. Ah pardon, excuse-moi Alexis. Vas-y, ouais. Non, Ah, vas-y. c'est qu'on disait que comment je voyais pas mal de témoignages dans ce sens de personnes qui ont monnayé leur newsletter avec Substack où ils se sont dit que finalement ils s'étaient mis une pression et ils veulent ensuite faire marche arrière parce que ça c'est pas un modèle qui leur convenait. Et ouais, je pense que c'est vraiment deux optiques qui peuvent être opposées, quoi. Donc, moi, je veux pas m'imposer ça, et puis, il n'y a pas de, y a Ouais. pas de question. Il y a pas de Puis il y a une question. question de confiance, je pense, et de sentiment que ce qu'on réalise est suffisamment singulier pour le faire payer, pour justement rebondir sur le côté veille. Moi, c'est une pratique que j'avais beaucoup dans mon ancien job, que je faisais complètement naturellement et dont j'avais le sentiment que c'était une évidence pour tout le monde, même si dans la réalité, effectivement, c'était plutôt moi. Et en fait, il a fallu que je parte pour que finalement, on me rappelle et qu'on me demande de le faire à nouveau sous forme de prestation parce que ça Ouais. manquait et qu'on me paye ce qui me semble être, être démesurément cher pour le faire parce qu'en fait, c'est suffisamment singulier pour que d'autres personnes n'aient pas pris le relais. Et en l'occurrence, par contre, j'ai décidé de pas juste vendre ma veille, mais vendre une veille
avec une méthodologie, on va dire visible, qui permettent petit à petit d'acculturer à ma méthodologie. Et moi, ça me rend plus légitime. En tout cas, j'ai le sentiment d'être plus légitime dans le fait de vendre ça. Mais il y a cette notion aussi de confiance et de sentiment que ça a suffisamment de valeur. Après, ça, c'est un moyen de vérifier que ça a suffisamment de valeur. Mais là, je l'élargis, hein, pas que pour la vie, hein. C'est de proposer aux gens de payer et de voir qui paye, quoi. Mais bon, Exactement. ça, c'est. Bah, moi, c'est un peu ce que j'ai fait, hein, du coup. Parce que moi, je suis aussi pour le partage et donner beaucoup et tout, mais comment dire, déjà dans mon métier, la santé en France, c'est remboursé. Alors, c'est pas gratuit, c'est remboursé. Les gens font pas souvent la différence, mais c'est une grosse différence. Mais du coup, j'étais déjà dans la proposition de service où les gens ne me payaient pas, et puis nous, on est payés par la sécu, quoi. Et puis après, j'ai commencé à créer du contenu, à faire pas mal de choses que je donnais gratuitement, etc. Et puis au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais moi, mon temps, j'ai une petite fille, j'ai un chéri, enfin, j'ai plein d'autres choses que j'ai envie de faire. Et mon temps, si je le passe à ça, ben, j'ai pas la qualité de vie que je veux. Et si je veux avoir la qualité que je veux, je travaille moins au cabinet, je garde du temps pour faire ça. Donc, par exemple, mon application, la prévention en entreprise, etc., etc. Mais il faut que je le monnaie parce que, bah, déjà, d'une part, j'y passe du temps et surtout que ça ne paye pas mon loyer de le faire gratuitement parce qu'il y a des réalités aussi de la vie qui font que, moi, je veux bien donner tout ce que j'ai, partager et tout, mais faut voir avec ma banque si elle est OK pour mon crédit qu'il se rembourse pas, enfin ces choses-là, quoi. Et j'avais un gros doute dans le fait de monnayer mon appli. Je me suis dit, bon, est-ce que je le fais ou pas? Et j'ai hésité, puis je l'ai fait. Et puis finalement, il y a des gens qui paient et j'en ai même qui m'ont dit, mais c'est pas assez cher. Il y en a qui m'ont dit, c'est trop cher. Il y en a qui m'ont dit, c'est parfait. Bref, j'ai lancé le truc. Mais c'était un gros cheminement, c'est sûr. Mais je regrette pas, en tout cas. Mais je continue à côté à donner beaucoup de ma personne, que ce soit sur certaines consultations directes, que ce soit en contenu, en création de contenu, en chat privé, etc. Ça, je fais des choses. Là, je vais faire un challenge pendant 3 semaines gratuitement sur plus avoir mal au dos devant son écran, quoi. Mais voilà. Ça m'équilibre un petit peu dans ma conscience ou dans peut-être ma dissonance, comme tu disais, cognitive, Carole, je sais pas trop. Après, il y a plein de choses, hein. Il faut payer aussi pour. Enfin, par exemple, on paye des outils no-code, on ne se pose pas la question, ils nous rendent un service, on paye. Il ne faut pas qu'il y ait aussi de problèmes par rapport à ça, quoi. Après, combien on évalue, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Enfin, tous un peu confrontés à ça, mais. Écoutez, franchement, c'était vraiment passionnant tout ça. Enfin, voilà, après, j'ai pas envie de vous prendre trop de votre vendredi soir pour continuer, mais on continuera les échanges sur le Slack. J'aimerais bien juste vous demander à chacun une petite dernière question, un petit peu. En fait, j'ai envie de vous demander 2 questions. Voilà, c'est toujours. Mais est-ce que vous avez un projet, un petit side project à nous livrer? Et bon, en fait, non, c'est la même question. En gros, quels sont un petit peu vos projets à venir? Est-ce que c'est un petit side project ou quelque chose comme ça, quoi? Voilà. On va commencer du coup par Carole. Bah, moi déjà, j'ai un projet de structuration de mon activité en ce moment qui me prend du temps et probablement qu'à un moment donné, il y aura des aspects no-code, mais c'est plus du conseil sur l'expérience ou de perception de marque ou l'expérience collaborateur ou l'expérience de client. Et c'est vrai qu'en ça, le fait de m'être acculturé à des outils no-code me permet d'avoir une meilleure culture produit en tant que tel et d'interface, etc. Donc ça, c'est super chouette. Après, j'ai un V2 d'un projet d'un mini projet que j'ai lancé en janvier qu'il faudrait que je sorte des cartons puisque j'avais créé vraiment juste pour le fun un quiz à base de calembours en janvier. Et en fait, il y a 250 personnes qui ont joué en une semaine. Cool. Et une petite cinquantaine de personnes qui m'ont laissé leur mail pour avoir une V2. Donc, il faudrait que je m'attelle à une version 2 un petit peu plus élaborée et pourquoi pas du coup sous forme d'appli. Donc, je vais peut-être aller explorer Adalo pour développer ça quand j'aurai un petit peu de temps. Tu pourras demander des conseils à Cécile comme ça. Voilà. Si tu as besoin de coach. Bon, attention, j'ai c'est une payant. formation contournement Non. que j'ai achetée et qu'il faut juste que je suive pour ça. Aussi. Et Cécile, du coup? Ouais, moi j'ai toujours des side projects en cours de toute façon. J'en ai plusieurs et dans le no-code j'en ai 2.
Là, il y en a un, j'ai quasi terminé là, ce matin. Je pense qu'il me reste un jour de travail. J'ai fait un tout petit module, alors toujours sur Adalo, et c'est en version ordi cette fois-ci, pas en appli. C'est vraiment très spécifique télétravail, c'est-à-dire pour les entreprises directement pour les gens qui sont passés en télétravail, c'est 5 idées reçues et 5 exercices, en gros, d'une kiné qui vous veut du bien. Et puis un autre projet qui n'a rien à voir avec la kiné, rien à voir avec ce que j'ai déjà fait, que je vais décliner en 3. Pareil, ça va être, je pense, sous forme d'appli, probablement Adalo, mais je vais peut-être tester Glide parce que j'ai quand même envie de tester Glide et que peut-être elle a l'air... faut que j'aille voir. On dit que quand on a un enfant, il faut un village pour élever un enfant, c'est-à-dire qu'on a besoin d'aide tout le temps. Et que quand on est jeune parent, parce que moi je suis jeune maman, j'ai galéré à avoir de l'aide dans n'importe quel domaine, que ce soit pour garder ma fille, pour dormir, pour aller faire les courses, enfin, n'importe quoi. Et on n'ose pas demander de l'aide directement aux gens. Les gens ne savent pas trop comment nous aider. Et donc, ça serait une appli qui s'appellerait Un village pour mon enfant. Et dedans, par exemple, tes jeunes parents, tu mets ta belle-mère, ta voisine, tes potes, voilà. Et dessus, tu marques les besoins que tu as éventuellement, et puis les heures ou les jours. Et les gens, s'ils sont dispo pour une petite tâche, c'est que des petites tâches, et ben ils cochent oui, c'est bon, je le fais. Et puis toi, ça t'enlève de la charge mentale, et puis tu peux t'organiser comme ça. Et je vais le décliner aussi en un village pour mon mariage, parce que j'ai des potes qui se marient, ils ont pas trop de budget, donc ils ont besoin de glaner des meubles à droite pour le brunch, de la déco, quelqu'un qui a un camion pour ramener je sais pas quoi, etc., etc. Donc pareil, ça serait une espèce de plateforme où ils disent leurs besoins, leurs jours, et les gens ils peuvent cocher en plus en se disant ah ben le vendredi après, moi je peux faire l'espèce de petit déménagement parce qu'il y a 2 potes qui y sont, on va bien rigoler, ou je peux amener des bières, ou je peux prêter un camion, voilà. Et la 3e version, ça sera un village pour mon déménagement. J'ai un copain qui a déjà fait ça, en fait, qui est ingénieur, hyper carré, logisticien. Et pour son déménagement, il avait prévu les tâches, les heures et les jours, et chacun s'inscrivait dans une case. Et je trouve que quand t'es de l'autre côté, t'as envie de le faire, parce que si on te dit juste, bah, je vais t'aider à déménager toute la journée, tu sais pas si tu vas porter, si tu vas faire de la peinture, qui y aura, etc. Tandis que là, tu peux choisir d'aller faire de la peinture, d'aller mettre la cuisine dans le carton, par exemple, le jeudi après-midi ou le vendredi soir. Tu vois qui est inscrit, et puis tu dis, ah ben cool, je vais y aller avec lui. Et donc voilà, c'était un peu le principe, voilà, un village pour tout ce que tu veux, en fait. Cool, on a hâte de voir ça. Voilà. Ah, bon, tu manqueras pas de le partager à la communauté, j'imagine. Ouais, mais carrément. Et toi, Julien? Ben, moi, je travaille sur un side project qui permettrait en fait d'apprendre le no-code par la pratique. C'est un genre de job simulator que j'aimerais proposer parce que moi, je fais partie, c'est un peu comme tout à l'heure, ce qu'on disait, d'avoir des cas concrets pour mettre en pratique en fait ce qu'on regarde, parce que consommer effectivement des tutoriels, c'est pas forcément suffisant pour la majorité. Et c'était transformer un peu donc un job simulator vraiment à recevoir des missions à exécuter sur différents outils que j'ai jugés accessibles et de qualité et être pris un petit peu dans un jeu avec des récompenses et j'ai pas mal avancé, mais bon, ça demande quand même beaucoup de temps, c'est assez ambitieux et bon, je sais pas encore comment si je vais réussir à amener à bien ce projet qui me tient à cœur, mais bon, en ce moment, je bloque. Et c'est assez frustrant et bon, à suivre. Ah, parce que tu as fait un petit teasing sur Twitter. Moi, j'avoue que j'attends avec impatience de voir ça. Hein, parce que franchement, c'était hyper. En tout cas, je trouve le concept et tout était vraiment génial, quoi. Moi aussi, ouais. Donc, mais j'imagine par contre le challenge, voilà, dans l'exécution, effectivement, c'est ambitieux. Après, t'as le temps de le faire et puis. Non, j'ai pas le temps justement. Voilà. Enfin, non, mais je veux dire dans la durée, quoi. Ouais, je veux dire, ouais. c'est ça le problème. Enfin, la conception peut s'étaler dans le temps. Après, il y a l'attente des gens, quoi. Après, pourquoi pas le faire évoluer, je veux dire, sur quelque chose à peut-être mobiliser d'autres personnes, je sais pas, construire des missions de façon communautaire, je sais pas, je sais pas, à définir, mais effectivement, ça me tient à cœur. Bah écoute, n'hésite pas si tu veux qu'on en parle, parce que moi je trouve que l'idée est géniale, donc n'hésite pas. Très bien. Et bah écoutez, je vous dis un grand merci pour ces témoignages, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Merci pour votre participation à la communauté. Merci Julien pour la veille aussi, hein, au nom de No Code France. Et puis je vous dis à très bientôt sur le Slack alors. Hein. Attendez, quand même, dernière question, c'est où est-ce qu'on peut vous suivre
chacun, chacune. Est-ce que, du coup, on va refaire le tour. J'ai oublié sur cette question. Hein. J'ai toujours un peu du mal à finir, mais Carole, du coup, est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi les canaux privilégiés? Alors beaucoup sur LinkedIn, donc Carole David. Après, je pense que je suis pas la seule Carole David sur Je mettrai le LinkedIn. lien, du coup. Voilà, donc le lien. Et sinon, mon bac à sable de projet, c'est tentage de trucs au pluriel.fr. Ok, Cécile? Moi, tu peux me suivre sur LinkedIn à Cécile Gibert. Pareil, il y en a plusieurs, mais kinésithérapeute digital, il y en a pas 30 000. C'est marqué juste en dessous. Et je suis sur Instagram à Clique ton kiné. Voilà. En fait, ça aurait pu être Clique ta kiné, mais je trouvais ça un peu chelou de cliquer sa kiné. Donc c'est Clique ton kiné. Et puis c'est une photo où je suis en train de peindre sur un dos des vertèbres et un muscle. Et voilà, j'ai une chaîne YouTube, mais en vrai j'y vais jamais, n'y allez pas, c'est pas à jour. Enfin, je suis pas très réseau en fait. Je voudrais me détacher des réseaux, mais là j'y suis un petit peu quand même par obligation. Donc voilà, LinkedIn et Instagram. Ok, ça marche. Et toi, Julien? Et ben moi, essentiellement sur Twitter, sous le nom Julien No Code. Et puis après, pareil, j'ai une petite chaîne YouTube sur laquelle je relais quelques tutoriels. Et mon portfolio, mon site, c'est jb.contact. Alors, attends, je note ça en même temps. Est-ce que j'ai 2 secondes pour poser une petite Sinon, question, après, des fois, Alexis, ou j'oublie. pas à la fin? Bien sûr, attends, alors j'ai Ouais. une question d'abord, enfin j'ai une chose à dire, parce que Julien aussi, peu de gens le savent, je pense, mais c'est toi qui s'occupe aussi du Twitter, qui Oui, est @nocodefrance. tout à fait, ouais. Oh! Tu vois, Ah ouais. voilà. Cécile, Ouais, dis-nous. je me demandais, toi, Alexis, là, à Contournement, vous recevez beaucoup de gens qui veulent faire du no-code, et c'est plutôt des profils comme nous, c'est-à-dire des gens qui n'y connaissent rien, qui font autre chose et qui ont déjà un projet en tête, ou c'est des gens qui sont un peu dans le no-code ou des développeurs ou qui voient la manne financière à se faire, ou c'est quoi les profils que vous avez? Eh ben, on a vraiment tout ce que tu as décrit, quoi. Enfin, Ok. globalement, on a vraiment de tout. Là, on a eu un témoignage très, très cool de Fabrice, qui est huissier de justice. Voilà, donc il a ramené donc je trouvais ça très inattendu, parce qu'en fait, il y a souvent, on ne sait pas forcément aussi le métier des gens, quoi. C'est ceux à qui on a interaction, mais les motivations sont souvent plutôt professionnelles, effectivement, d'autant que nous, c'est vraiment des outils plutôt à usage professionnel. Enfin, à part peut-être Adalo, qui est un peu où il peut y avoir des choses aussi plus, comme ton exemple. Mais souvent, c'est acquérir des compétences pour se lancer en freelance, des choses comme ça. Un petit peu de culture générale. Voilà, on a des comptables, des DAF qui utilisent Airtable. Enfin, voilà. Ok. Je sais pas si ça répond à ta question, Ouais, mais ouais, c'est. carrément, je On me n'a demandais. pas de. Si, on a aussi quand même un petit peu des développeurs qui sont curieux, mais c'est pas forcément, je pense. Enfin, nous, en tout cas, on pense que là où on est assez bon, c'est sur vraiment expliquer les choses aux gens qui sont pas forcément techniques, voire pas du tout. Donc, je pense que ça se ressent aussi. Donc, on n'a pas trop de gens techniques. Mais à notre surprise, quand même, il y a des développeurs des fois qui suivent nos formations. Mais je pense que ouais, nos clients sont un peu à l'image du Slack, quoi. Il y a un petit peu de tout. Voilà. J'ai pas de données vraiment consolidées. Je pense Ouais, que ouais. avant la fin de l'année, quand même, on fera une enquête. Mais on a un peu. Je sais pas, moi j'ai toujours un peu peur de trop solliciter les gens, envoyer tout le temps des questions, etc. Donc voilà, on n'a pas de données très, très précises, mais voilà un petit peu en gros. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis à très bientôt alors. Merci à toi, Merci, merci à vous Salut. tous. Merci. Salut, salut! salut. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à venir sur le Slack de No Code France, sur le channel Podcast Contournement, pour nous livrer vos réactions, si vous vous êtes reconnus ou pas dans les portraits de Carole, Cécile et Julien, dans leur parcours, si vous avez des choses que vous voulez ajouter, compléter, vraiment n'hésitez pas, c'est vraiment un petit peu un des objets de cet épisode, j'ai envie de dire, voilà, donner la parole aussi, encore une fois, à la communauté et aux gens
pas seulement les plus exposés qui font du no-code, mais aussi à tout le monde. Voilà. Donc, et si vous avez des idées d'épisodes, n'hésitez pas aussi à me les suggérer, puisque voilà, comme je le disais au début de cet épisode, c'est Carole qui a eu l'idée, le sujet vraiment de cet épisode 56. Donc voilà, moi je suis preneur. On a dépassé les 50 épisodes dans ce podcast et j'ai pas toujours envie de juste inviter des acteurs connus du no-code et faire un petit peu tout le temps la même chose. Donc voilà, on a exploré, là ça fait cet épisode qu'on explore un petit peu des choses un petit peu différentes, mais je suis toujours preneur d'idées, donc n'hésitez pas à me contacter sur le Slack ou par ailleurs. Et puis il me reste plus qu'à vous dire bonne semaine, et puis si tout va bien, à la semaine prochaine.